vous remercie pour cette invitation et je voulais en quelques minutes vous brosser la vision que nous avions dans le monde de la cancérologie, de l'innovation thérapeutique et vous montrer à quel point nous pensons qu'elle va révolutionner en fait notre organisation du système de santé et avoir un impact non seulement budgétaire, on l'a beaucoup dit, mais aussi un impact sur notre vision de la recherche clinique. Alors, le cancer est une pathologie modélisante depuis longtemps parce qu'il touche un très grand nombre de nos concitoyens, notamment parce que son incidence est en augmentation majeure. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements faits autour de la cancérologie de façon à lutter contre ce fléau, avec un doublement de l'incidence des cas en 30 ans. C'est la première cause de mortalité dans notre pays et ça va le devenir également dans les pays en voie de développement, puisque ça devient un enjeu de santé publique également dans les pays en voie de développement. Et 3 millions de personnes vivent avec cette maladie actuellement en France ou en sont guéries. Donc c'est une prise en charge thérapeutique qui a énormément évolué. Vous le savez évidemment, bouleversement des chimiothérapies, développement de la médecine de précision. Et l'industrie n'est pas en reste dans cette révolution, puisque 30% des plus de 6000 molécules dans les pipelines actuellement concernent l'oncohématologie et que la moitié des molécules actuellement autorisées sur le marché sont des thérapies ciblées. Mais cette proportion va encore augmenter dans les années qui viennent. Et on voit bien dans les congrès de cancérologie qu'il n'y a pratiquement plus de chimiothérapie conventionnelle qui soit testée dans les essais cliniques présentés. Alors, les innovations sont de nature diverse. Elles sont évidemment des innovations pharmacologiques. J'ai cité là, mais il y en a beaucoup plus évidemment. Il y a les thérapies ciblées, il y a l'immunothérapie, il y a les CAR T-cells, c'est-à-dire la thérapie cellulaire avec de la transfection de gènes, donc c'est de la thérapie cellulaire et génique. Il y a beaucoup d'anticorps conjugués avec des radioéléments, avec des chimiothérapies, des protéines de fusion, des vaccins, des anticorps bispécifiques qui rapprochent des cellules entre elles, bref, énormément de révolutions technologiques dans le secteur du médicament. Quand on regarde les thérapies ciblées, on s'aperçoit quand on analyse, vous avez ici un pictogramme que vous connaissez probablement qui vient d'une publication de Nature, qui analyse le nombre de mutations détectées dans les cellules tumorales de divers cancers. Donc c'est un papier de Nature et vous voyez à droite de l'écran le mélanome et le cancer du poumon, qui sont des tumeurs extrêmement mutées, ont en moyenne 1500 mutations détectables dans des voies de signalisation et en moyenne, enfin, on détecte de 150 à 1500 anomalies spécifiques de tumeurs et donc ça laisse le champ libre à de très nombreuses découvertes dans le champ des thérapies ciblées. Ces innovations répondent à des besoins divers. Dans certains cas, elles ont permis de couvrir des maladies ou des situations orphelines. Je pense notamment au mélanome métastatique qui n'avait quasiment aucun espoir de guérison ou de rémission jusqu'en 2011. Et puis depuis 4 ans, 7 nouveaux médicaments très prometteurs ont eu une AMM. Ces médicaments anticancéreux peuvent être développés aussi en association, de façon à bloquer plusieurs voies de signalisation de façon concomitante. Ils vont aussi pouvoir être utilisés de façon séquentielle pour répondre à l'échappement tumoral et au fait que les tumeurs vont mettre en place des mécanismes de mutation successifs permettant l'échappement clonal. Enfin, ces innovations vont avoir un impact majeur dans l'organisation du soin puisque la plupart de ces innovations se font en ambulatoire, notamment pour les thérapies ciblées, avec plus de la moitié des nouvelles molécules qui sont maintenant des molécules PEROS et qui vont poser la question qui avait été évoquée tout à l'heure du patient acteur qui doit se prendre en charge et doit être le premier impliqué dans cette prise médicamenteuse. Alors, ça a complètement modifié évidemment le modèle du traitement du cancer. Vous le savez tous, les cancers peuvent être maintenant définis en sous-types de par l'existence d'anomalies moléculaires spécifiques de certains types tumoraux. Et donc, la plupart des cancers fréquents peuvent être maintenant décrits en de nombreuses maladies rares selon qu'elles expriment telle ou telle anomalie moléculaire. La plupart d'entre elles en expriment plusieurs d'ailleurs, ce qui a permis le développement des thérapies ciblées. Ça modifie complètement notre modèle de développement et d'AMM des médicaments, puisque plusieurs tumeurs peuvent exprimer la même anomalie ciblée et qu'un même médicament de thérapie ciblée peut être efficace sur différentes anomalies moléculaires et inhiber plusieurs tyrosines kinases d'une même famille, par exemple.
Donc cela a permis le développement de ce qu'on appelle les basket studies, c'est-à-dire les essais cliniques mettant dans les mêmes indications et entrées dans l'étude des pathologies diverses et variées qui étaient semblables uniquement par la présence d'une anomalie moléculaire. Alors le problème que cela va poser évidemment, c'est qu'un nombre croissant d'anomalies moléculaires et de médicaments qui les ciblent sont accessibles maintenant au diagnostic et pour le traitement, et on ne peut plus poursuivre l'identification de cette anomalie, anomalie moléculaire par anomalie moléculaire, comme nous le faisions jusqu'à présent sur les plateformes de génétique moléculaire, avec des tests unitaires. Et nous sommes obligés de développer du séquençage haut débit ciblé, de façon à avoir le panorama en fait, de l'expression génique de la tumeur, de façon à orienter les patients vers telle ou telle anomalie. Et on sait bien que progressivement, nous allons avoir besoin d'un séquençage complet de l'exome, voire du génome, et du RNA sequencing aussi pour l'expression, de façon à pouvoir correctement traiter nos patients à l'avenir. Donc cela modifie complètement le modèle que nous avions jusqu'à présent, qui était basé sur l'analyse anatomopathologique des tumeurs avec des anticorps spécifiques. Alors, nous sommes en train de passer d'une médecine adaptative à une médecine réellement personnalisée. Le modèle est le suivant. Les patients vont avoir un séquençage complet de leur génome qui va rentrer dans un grand ordinateur qui centralisera les données de tous les patients. Ces séquençages vont permettre l'analyse bioinformatique de la tumeur et vont permettre de définir des algorithmes décisionnels pour les patients pour guider le traitement. Et beaucoup de ces algorithmes sont actuellement présentés à la FDA américaine en medical device. La question que nous nous posons, c'est comment les évaluer les uns par rapport aux autres, lesquels vont être les bons pour orienter les patients vers telle ou telle thérapie ciblée. Et nous allons avoir besoin des données de la réponse au traitement de chaque patient de façon à améliorer notre analyse génomique et à améliorer les algorithmes décisionnels. Donc je terminerai par cela pour dire que cela pose différents problèmes. Le problème des big data, comment stocker toutes ces données à la fois de génomique, mais également des données de traitement, des données individuelles des patients, des données cliniques. Comment comparer des algorithmes décisionnels issus soit de l'académie, soit du privé. Comment répondre à la question éthique de la réponse au traitement et des données de santé qui vont être utiles à l'amélioration du système. Et surtout, la dernière question, c'est comment améliorer nos essais cliniques et comment, surtout, faire de la recherche clinique dans une médecine totalement individualisée où la recherche et le soin vont être en permanence mêlés et où la distinction entre la recherche et le soin va être de plus en plus difficile à faire. Donc je terminerai pour dire que nous assistons vraiment à un changement de modèle, à une révolution, avec d'une part un impact budgétaire sensible que nous avons à affronter collectivement, et je pense que l'industrie en est tout aussi consciente que les pouvoirs publics, qui va nécessiter de très nombreux acteurs coordonnés. Monsieur Seabright le disait tout à l'heure, les décideurs ne sont pas les bénéficiaires, il faut mettre tout le monde autour de la table pour être capable de relever l'ensemble de ces défis. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, justement, vous avez parlé dans votre avant-dernière slide de ce passage de l'information dans différents logiciels et dans différents devices. Benoît Thielin, qui est président du Conseil national du numérique, j'aimerais avoir votre vision là-dessus. D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation et puis aussi vous féliciter, je trouve, d'avoir organisé ces universités sous le signe de l'innovation. Pourquoi ? Parce que je pense que la transition numérique est probablement aujourd'hui, avec la transition écologique, les deux grandes questions qui se posent et qui viennent défier, on va dire, à la fois tous les secteurs économiques et aussi la société. Et d'une certaine manière, il se trouve que je suis à la fois président du Conseil national du numérique, je vous dirai un petit peu ce sur quoi on a travaillé, puisqu'on va remettre un rapport à la ministre de la Santé à la rentrée, et puis que là on vient de clôturer une grande concertation nationale à la demande du Premier ministre, où d'ailleurs il y a un certain nombre de recommandations sur les questions de santé, en particulier sur les data. Mais je suis aussi chef d'entreprise, et j'accompagne pas mal d'entreprises et de grands groupes dans leur transformation au numérique, et d'une certaine manière, c'est une question qui est générale,
qui est posée absolument à toutes les organisations. Alors, c'est pas pour dire que c'est pas en particulier dans la santé, à mon avis d'ailleurs, que le potentiel de transformation est probablement un des plus élevés, mais c'est pour dire que cette vague transformatrice et révolutionnaire, elle touche absolument tous les secteurs. Et je vous dirais, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, on en revient un peu à ce qu'ont été les modèles d'entreprise à la fin du 19e siècle, au moment où un certain nombre de ces grandes entreprises ont été créées. Je veux dire par là que si vous regardez ce qui a été à l'origine de la création, je ne sais pas moi, de Renault, de Dassault, de Eiffel ou autres, à la tête de ces entreprises, c'était des innovateurs. C'était des ingénieurs, des inventeurs. Et puis il y a des cycles économiques qui sont passés par là. Vous avez eu la vague productiviste, où on organisait au fond le cœur dans l'entreprise, c'était la manière dont on allait réorganiser la production, la vague managériale, la vague marketing, la vague financière dont on est en train de sortir un peu. Moi je pense que le cycle est en train de revenir en réalité sur les questions de créativité, d'innovation qui redeviennent clés. Mais avec une grande différence, c'est qu'on peut tous essayer, on a tous en tête Steve Jobs, on peut tous essayer de se dire qu'il faut essayer de trouver le Steve Jobs qui va insuffler une culture d'innovation dans les entreprises. En réalité, je crois que c'est exceptionnel et qu'on ne peut pas parier sur le fait de tomber sur un tel génie à la tête de toutes ces entreprises. Qu'en revanche, aujourd'hui, insuffler la culture d'innovation dans l'entreprise, ça veut dire revoir beaucoup son modèle. Ça veut dire certainement réfléchir davantage à la manière dont une entreprise aujourd'hui se connecte à un écosystème. Et dans le domaine de la santé, moi je vous invite à aller regarder quand même ce qui se fait aujourd'hui autour du biohacking. Vous avez des gens qui, dans leur cuisine, font de l'innovation, qui sont capables de pouvoir réellement bricoler et faire des choses extrêmement innovantes. Il y en a à Paris, il y en a à San Francisco. Je suis allé les visiter, je peux vous assurer que ça peut donner parfois un peu même le vertige. Je pense qu'il y a des partenariats à créer et à ouvrir sur ces questions-là. Alors, maintenant, sur, on va dire, plus spécifiquement, en quoi ça change beaucoup dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de sujets, en réalité, qui sont à aborder. Le premier, c'est d'abord, tout simplement, celui qu'on a peut-être constaté le premier, c'est celui de l'empouvoirment des patients, parce que ça commence quand même par là. Je pense que la révolution numérique, c'est une révolution des pouvoirs, elle redistribue profondément les pouvoirs, et il ne se passe pas une conférence ou un colloque où moi j'interviens sur les questions de santé sans que les médecins nous disent que le colloque singulier a volé en éclats. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de la présentation qui précédait, que de montrer en réalité l'évolution qui est en cours du rôle des médecins. D'ici, quand vous discutez un peu avec des experts, d'ici 10 à 15 ans, quasiment l'essentiel des diagnostics qui sont aujourd'hui faits par des médecins seront faits par des machines. Ça ne veut pas dire que le médecin ne sera pas là pour valider, contrôler, mais il sera là beaucoup pour expliquer et répondre à la demande sociale qui s'exprime de plus en plus dans la totalité des colloques singuliers qu'on peut voir évoluer. C'est qu'au fond, les patients, à la différence d'il y a peut-être 30 ou 40 ans où ils attendaient d'une certaine manière un peu docilement l'ordonnance écrite par le médecin, aujourd'hui veulent comprendre. Et effectivement, ils vont pas forcément arriver avec de bonnes informations, mais ils vont aller sur Doctissimo, ils vont aller sur d'autres espaces où ils vont essayer d'une certaine manière de préparer l'échange qu'ils auront avec le médecin. Et donc le rôle pédagogique, d'explication, d'accompagnement du médecin va devenir absolument clé. Mais on voit bien que c'est un bouleversement. Soit dit en passant, ça fait partie de nos recommandations qu'on livrera à la ministre Marisol Touraine en septembre. Il est d'ailleurs dramatique à ce titre qu'aujourd'hui on puisse quitter les bancs de l'école de médecine, au bout de plusieurs années d'études, sans avoir jamais abordé la question de ces transformations numériques du rôle du médecin et de la médecine en général. Ça n'est quasiment pas abordé, sauf sous l'angle de la recherche, mais en réalité, dans l'évolution du rôle du médecin, ces sujets ne sont pas abordés, et c'est vraiment quelque chose d'ennuyeux, parce que, encore une fois, dans les 15 ans qui viennent, la place et le rôle du médecin dans son métier vont profondément évoluer. Et puis je vous dirais qu'au-delà de ça, c'est tout le personnel médical. Quand vous discutez avec un Martin Hirsch, avec lequel j'ai échangé il y a quelques jours encore sur ces sujets-là, les hôpitaux demain vont être beaucoup plus des hôpitaux qui vont être les cœurs de réseaux, d'écosystèmes, pour des tas de raisons. Évidemment budgétaires, mais pas simplement. Aussi parce que les gens, s'ils peuvent continuer d'être suivis chez eux et qu'ils aient une médecine qui soit beaucoup plus accompagnatrice, beaucoup plus personnalisée, à partir du moment où avec un petit appareil comme ça, j'ai une puissance de calcul quand même qui est assez exceptionnelle, on va pouvoir, avec un certain nombre de capteurs, dont les coûts s'effondrent en termes de production, en réalité, avoir des hospitalisations ou des quasi-hospitalisations à domicile qui vont être extrêmement efficaces. Donc on voit bien que ça pose aussi des questions du personnel,
des infirmières, de tout un certain nombre de rôles aujourd'hui qui sont à réinventer complètement et qui vont évidemment tourner autour de ces espaces qui restent centraux, d'hôpitaux, de cliniques, de médecins, etc., mais qui vont en réalité s'élargir profondément et en particulier jusque dans les domiciles des personnes. Toujours pour embrayer sur ces questions de smartphone, puisque on a là quand même aujourd'hui quasiment connecté à nos peaux un ordinateur avec une puissance de calcul exceptionnelle et encore une fois une capacité à le connecter à des capteurs qui sont en train de devenir à la fois pas très chers et en même temps de plus en plus efficaces. Je ne peux pas aussi ne pas parler au fond de toute l'évolution de la santé sur les questions en réalité de prévention et qui sont en fait du paramédical, voire pas du tout du médical. Quand vous voyez le nombre d'applications ou de petits appareils d'objets connectés qui permettent aujourd'hui de pouvoir suivre notamment ce que vous faites du sport, un certain nombre d'indicateurs sur votre santé. On voit bien en réalité qu'on se dirige de plus en plus vers une mesure continue au fond de notre état de santé et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la science-fiction et qui pose énormément de problèmes. Parce qu'évidemment, toutes ces évolutions, on ne peut pas ne pas en parler, c'est d'ailleurs de partie des choses qu'on a pointé dans nos 70 recommandations, dans le rapport qu'on a présenté au Premier ministre il y a maintenant une quinzaine de jours, le Conseil national du numérique. On pointe ces questions qui soulèvent, ce que vous disiez très justement tout à l'heure, des questions éthiques absolument considérables. C'est-à-dire que, je peux vous donner un exemple presque personnel, moi je fais du vélo, donc j'ai un petit capteur qui se connecte à mon téléphone et qui me permet de suivre mon rythme cardiaque. Ce petit objet connecté que j'aurais pu un peu chercher, mais je vous avouerai que là, comme ça, à brûle pour point, vous demanderiez quelle est la nationalité de l'objet que j'ai acheté, et surtout la localisation de l'application que j'utilise, je vous dirais qu'en fait, je ne sais pas très bien. Première chose. Deuxième chose, j'ai fait, comme vous tous, je pense, une validation des conditions générales d'utilisation de cette application sans les lire. Et pour cause, elle faisait 40 pages. Et comme vous savez peut-être, en moyenne, toutes les applications que vous avez sur votre smartphone, pour lesquelles vous avez doucement fermé les yeux au moment où vous avez accepté ces CGU, si on additionne en moyenne toutes celles que vous avez en moyenne sur vos smartphones, il vous faudrait 6 mois pour les lire. Ce qui pose un énorme problème, je dirais à la fois politique et éthique, sur le fait que de plus en plus on contractualise des choses absolument essentielles pour nos vies sans jamais lire le contrat et en ne sachant pas toujours d'ailleurs quel est le régime juridique appliqué par ces contrats. Mais je continue. Cette petite application, elle a donc mon rythme cardiaque quasi quotidien. C'est quand même une sacrée donnée. Elle l'a depuis quelques années. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité totale de vous dire si ces données qui sont d'une application dont je ne connais pas la nationalité, contractualisées sur des CGU que je n'ai pas lus, et qui sont probablement localisées sur un serveur dont je ne sais absolument pas où il se trouve. Est-ce qu'il est aux États-Unis? Est-ce qu'en réalité c'est une application américaine mais qui est sur des îles Caïmans? Je ne sais pas. Eh bien, je peux vous assurer que donc, je ne peux absolument pas être certain que ces données de santé, qui sont hyper personnelles, eh bien, elles ne pourraient pas, demain, être revendues à ma mutuelle d'assurance, qui du coup les analyserait, et me dirait, mais monsieur Thurin, ça fait maintenant 2 ou 3 mois, il se trouve que j'ai des jumeaux, donc j'ai plus le temps de faire du vélo le matin, que vous avez arrêté de faire du vélo. Et donc, eh bien, nous allons vous faire augmenter votre mutuelle d'assurance de 10%. Voilà. C'est un cauchemar que je viens de vous décrire. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que ce cycle d'innovation qu'on ouvre est porteur d'énormément de bien-être. Il rouvre, à mon avis, une capacité d'innovation dans le champ médical qui n'a d'équivalent que ce qu'on a trouvé au milieu du XXe siècle, au moment où on a inventé les grands blockbusters. Je pense qu'on est vraiment au début de ce nouveau cycle d'innovation. Mais vous voyez qu'il est aussi porteur d'énormément d'interrogations et de questions éthiques absolument fondamentales qui sont loin d'être réglées ni par le droit français, ni par le droit européen. Ça fait partie des choses sur lesquelles on fait des recommandations. Merci Benoît Thiolin. Alors, on a parlé de l'innovation dans le domaine du cancer, on a parlé du numérique. Et Corinne Le Goff, dans le domaine de la génétique, comment vous voyez-vous toutes ces transformations ? Merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Je trouve d'abord que le thème de la journée est formidable, c'est tout à fait enthousiasmant. Réinventer, c'est vraiment un message d'espoir. Et même si j'ai bien entendu le message de l'économiste tout à l'heure qui nous met en garde, en quelque sorte, en nous disant bon, ce ne sera pas une transformation radicale, il va bien falloir ménager les transitions. Je pense que le message essentiel est tout de même un message d'optimisme. Alors moi, ce que je vois, c'est
Agnès Buzyn en a parlé, en cancérologie notamment. On a vu depuis les 10 dernières années une révolution dans le domaine du traitement des cancers par une meilleure connaissance de la biologie moléculaire. Ça, c'est un fait. Mais ça continue d'avancer. On a aujourd'hui la moitié des médicaments qui sont des molécules ciblées. Mais demain, ce que l'on voit, c'est la découverte de ce que va apporter l'immunologie. C'est assez intéressant. Je suis passée à l'ASCO cette année. Si vous n'êtes pas dans l'immuno-oncologie, vraiment, vous n'êtes personne. Hein, ça, donc, c'est vraiment le buzzword. On parle d'immunologie. Ce n'est pas un concept complètement récent, puisque si on se souvient au début du XXe siècle, déjà on savait que des patientes qui étaient atteintes d'un cancer cervical, si on leur administrait le vaccin de la rage, eh bien on voyait une régression de la maladie. Donc on avait déjà en tête le concept que finalement le système immunitaire pouvait lutter contre la cellule tumorale. Et aujourd'hui, eh bien, on a l'application, donc ça prend quand même pas mal d'années, mais on a l'application pratique de ce que cela veut dire d'un point de vue thérapeutique, avec des exemples de molécules type le T-VEC qui est basé justement sur le vaccin de l'herpès. Alors tout cela, ça vient s'additionner, si vous voulez, à ce que l'on connaissait déjà en biologie moléculaire, en thérapie ciblée, avec des potentialités thérapeutiques infinies, puisque maintenant on parle de combinaisons thérapeutiques sur l'ensemble de ces systèmes, ensemble de voies de signalisation, plus l'immunothérapie qui vient se rajouter. C'est l'exemple du cancer. Mais ce qu'on est en train de découvrir dans le cancer, on peut le multiplier sur les autres aires thérapeutiques. On va demain, aujourd'hui, avoir le même type de révolution dans les neurosciences, dans les maladies cardiovasculaires et sur l'ensemble des maladies chroniques. Et je pense que c'est ça qui met un peu de pression sur le système. Je donne un autre exemple, par exemple, c'est la génétique. Ça fait des années, on se dit, on va pouvoir faire du séquençage du génome entier et on va donc pouvoir avoir des cibles thérapeutiques. Eh bien maintenant, c'est le cas. Aujourd'hui, on est absolument capable d'analyser, grâce à la big data justement, d'analyser non seulement un génome humain, mais des centaines de milliers de génomes humains pour pouvoir caractériser et identifier des variants génétiques rares. Et ça, c'était pas possible avant. Et à partir du moment où on peut démultiplier avec une capacité de calcul infinie, démultiplier les recherches sur des centaines de génomes, donc vous imaginez le nombre de données, des centaines de milliers de génomes, des millions de génomes, eh bien on peut détecter des mutations qu'on ne connaissait pas avant. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, on détecte une mutation qui s'appelle, je crois, BRAM2, si on la détecte chez un sujet, on sait que le sujet a 5 fois plus de chances de développer une maladie d'Alzheimer. Voilà, on ne peut pas rester indifférent à cela. Ça change tout. Ça change le diagnostic, mais ça change, bien entendu, la thérapeutique. Ça change le parcours de soins, parce qu'à partir du moment où on fait le diagnostic, on est déjà en capacité d'intervenir de manière thérapeutique immédiatement. Ça rend le système efficient. Mais bien entendu, il faut que l'organisation des soins avance au même rythme que ces avancées en biologie moléculaire, en génétique, en biologie systémique. Donc ça, c'est vraiment le challenge que nous avons entre nos mains. Et puis ce que ça change aussi, eh bien, c'est la collaboration entre les différents partenaires de santé. Patrick Gard l'a rappelé ce matin, nous sommes là nombreux de l'industrie, mais pas seulement de l'industrie. Tous les gens qui ont conscience de la révolution que nous sommes en train de vivre sont présents aujourd'hui parce qu'on sait bien qu'il va falloir que nous travaillions ensemble. Travaillons ensemble pour résoudre l'équation économique qui concerne ces innovations, mais travailler ensemble aussi pour pouvoir accélérer les processus de mise en place de ces innovations pour qu'en pratique, demain, les gens puissent réellement bénéficier de ces avancées. Ça veut dire que le mode de partenariat va évoluer. Alors depuis toujours, l'industrie a travaillé en partenariat avec les laboratoires publics. On sait bien que la recherche est ubiquitaire. Ce n'est pas un laboratoire enfermé qui va pouvoir résoudre les maladies chroniques ou trouver des solutions appropriées. Donc déjà, ce mode opératoire en open innovation est pratiqué, je pense, par tout le monde. C'est quelque chose qui est bien vivant. Mais je pense que
Aujourd'hui, avec le big data, on va encore plus loin dans ces modes de collaboration. On va devoir mutualiser nos banques de données. On se rend compte finalement que la donnée est c'est l'or noir. Hein, on se rend compte, c'est le pétrole. Hein, et ça devient un enjeu même géopolitique. Vous en parliez, on ne sait pas où va. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et les gouvernements commencent à s'intéresser à la manière dont on va pouvoir exploiter ces données en collaboration, en ouvrant les données à l'ensemble des acteurs. En Angleterre, par exemple, NHS England a fait ce que l'on essaie de faire en France également, a ouvert leur base de données, donnant des prix aux chercheurs qui veulent s'intéresser à certains domaines pathologiques, comme les maladies cardiovasculaires, par exemple. Là encore, je crois que c'est ça une voie d'avenir pour l'ensemble des acteurs dans le système. Merci Corinne Le Goff. Alors maintenant, on va revenir, on a pas mal entendu parler du patient comme acteur. Alors ce qui est intéressant avec Tim Grissen, c'est que quand il parle de patient, il parle aussi de citoyen, d'usager. Quelle est la place de ce patient dans ce système, Tim Grissen ? D'abord, merci de nouveau pour cette idée qu'il faut révolutionner le système de santé. Innovation, moi je parle plutôt de révolution. Nous sommes en France. La question numéro 1, et s'il vous plaît, on va commencer le 2 janvier l'année prochaine, 2016. On abandonne le mot patient, d'accord ? Définitivement. Le mot patient, d'où ça vient ? C'est la théorie de M. Aristote. Il est mort maintenant, ça s'est très mal passé à la fin. M. Aristote, la théorie de causalité, il dit, vous prenez donc un objet, un acteur, d'accord, qui s'appelle agent, vous le cognez contre ça, je le casse, cet objet, et je le change. Il est cassé dorénavant. Comment ça s'appelle cet objet-là ? Oh oui, comment ça s'appelle cet objet-là ? Patient. D'accord ? C'est repris dans une époque qui s'appelle l'âge médiéval, dans un pays qui s'appelle la France, mais aussi l'Espagne, le Portugal, etc., dans un mouvement qui s'appelle l'Inquisition. Dans l'Inquisition, il y a un monsieur qui s'appelle l'inquisiteur, qui pose la question. À qui ? Au patient. C'est ça la définition de patient. C'est quelqu'un que tu tortures, que tu convainques par tous les moyens possibles à dire qu'il croit en ce que vous croyez. C'est ça le patient. Ensuite, c'est repris un tout petit peu plus tard par un monsieur qui s'appelle Ambroise Paré. Monsieur Ambroise Paré, c'était quoi comme métier ? Il y en a dans cette pièce, je crois, hein, des chirurgiens. Les mains dans l'air, s'il vous plaît, chirurgiens. D'accord, ces chirurgiens, ce monsieur Ambroise Paré, il opérait sur qui ? Il opérait sur qui ? Il opérait sur des condamnés à mort. Donc, en échange pour leur condamnation à mort, il les ouvrait. On était avant, et il expérimentait la chirurgie. On était avant les anesthésies, il y a quelques siècles avant, nous sommes d'accord. En échange pour leur vie, ils donnaient leur vie. Ils mouraient. Comment ils s'appelaient ces gens-là ? Les patients. Donc ça suffit maintenant avec ce mot. On n'en veut plus, d'accord ? Nous voulons être acteurs de notre santé. On ne veut plus être des objets de vos études et de vos intérêts. D'accord ? Ni de vos soins dans un certain sens. Nous sommes acteurs de nos propres soins. On ne veut plus être pris en charge. Abandonner ce mot-là, c'est le deuxième mot abandonné dans cette révolution. On veut se prendre en charge. On en est capable aussi. On est capable si, donc c'est peut-être la deuxième grande révolution, on est capable s'il y a une véritable démocratie sanitaire. Vous savez ce que c'est que démocratie ? Vous avez cette idée en France, je crois. Démos, c'est le peuple. Il y en a même dans cette pièce des représentants du peuple. Et il y a du peuple, je les vois. Kratie, c'est quoi ? Kratos. Ah, quelqu'un a dit le pouvoir. Cette personne a compris. Kratos, c'est le pouvoir. Ce n'est pas juste le vote, ce n'est pas juste que je suis gentil, ce n'est pas juste que je participe, c'est aussi le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire d'abord les connaissances, ensuite les compétences, ensuite les moyens pour mettre en œuvre ces compétences. Donc, démocratie en santé, ce que je veux, moi, en tant que citoyen, c'est une éducation à la santé à l'école, éducation rigoureuse qui produit des gens compétents en matière de santé
et ensuite à qui on donne des moyens pour s'occuper de leur santé. En plus, l'autre particularité des citoyens français, mais aussi d'autres pays dans le monde, c'est qu'on n'a pas envie d'être malade. On a envie d'aller bien. Et donc, les professionnels de l'industrie pharmaceutique, vous êtes dans la merde. Hein? Parce que si on va bien jusqu'à la fin de nos jours, et ensuite, même si on fait bien l'amour, si on mange bien, si on vit bien, si on se bouge bien, si on meurt bien, vous êtes dans la merde, vous n'avez plus de boulot. Quoi qu'il en soit, nous voulons aller bien et on veut les moyens pour aller bien. Il est clair que donc la troisième révolution dont parlait monsieur, donc la révolution numérique, le fait que nous, on communique entre nous par nos smartphones, par nos sites, etc., évidemment, bien évidemment, on ne croit plus rien à ce que vous nous dites. Et on ne croit plus rien à ce qu'on dit ce qu'on lit sur nos smartphones. On n'est pas bête. On le lit, on interprète, on essaie de juger, et puis on essaie de chercher des gens en qui on peut avoir confiance pour nous aider à comprendre tous ces différents points de vue, tous ces différents conflits d'intérêts, tous ces différents intérêts qui peuvent, si on les utilise bien, nous aider à rester en bonne santé, à ne pas être malade. Donc cette révolution-là, c'est au fait ce qu'il nous faut comme métier de santé, la révolution dans le rôle du médecin, c'est devenir le défenseur de nos intérêts, non pas notre conseiller, c'est la personne à qui on va demander pour dire « Est-ce que vous croyez dans cette information-là » parce que c'est ça le soin que je suis en train de me faire en ce moment pour rester en bonne santé. Donc on a besoin d'advocacy et c'est peut-être Donc, éducation thérapeutique, auto-soin, oui. Observance, c'est nous qui le gérons. Association d'usagers, c'est les gens en qui on peut avoir confiance. C'est les associations qu'on crée pour s'enseigner, apprendre sur la santé, pour apprendre à se soigner et pour apprendre à vivre aussi joyeusement qu'on peut jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Là, nous avons à la fois la révolution dans les pratiques et la révolution dans les mots, ce qui est aussi très important. Alors, il y a un mot justement qu'on a beaucoup employé depuis tout à l'heure, c'est le mot de collaboration, de coopération, de mettre ensemble, de décloisonner. Et donc je voudrais maintenant, en deuxième partie, qu'on aborde cette idée, le dialogue, le partenariat. Qu'en est-il, Agnès Buzyn, dans votre domaine ? On a, grâce à différents plans cancer successifs en France, réussi à décloisonner la discipline de la cancérologie, notamment dans la recherche, en mêlant les sciences humaines et sociales. Et Paul Seabright parlait du comportement humain et de l'influence qu'il peut avoir dans sa prise en charge en santé, mais pas seulement. On a aussi associé la recherche en biologie avec les mathématiques, la physique, la technologie. Donc c'est un domaine qui a, à mon avis, été pionnier dans le décloisonnement, mais cela ne suffit pas. Moi, je pense que la représentation des malades et leur vision de la prise en charge est encore insuffisamment portée dans nos structures. Et le dialogue entre les décideurs et les bénéficiaires doit maintenant vraiment s'instaurer, parce que je pense que nous arrivons quasiment devant un mur entre le coût de cette prise en charge et les organisations qu'elle implique. Et donc, il faut maintenant se mettre tous autour de la table avec, en particulier, les personnes qui sont bénéficiaires de tout cela et qui vont devoir être pleinement acteurs des choix politiques qui seront faits. Vous n'arrivez pas à dire usagers ? Je n'aime pas le côté utilitaire. Est-ce que la vie est utilitaire ? Non, c'est des personnes pour moi. Oui, d'accord. Benoît Thielin, est-ce que vous voyez déjà ces décloisonnements ? On le voit dans le domaine de l'oncologie, mais est-ce que vous le voyez, vous, dans le domaine du numérique appliqué à la santé ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je dirais, aux deux bouts de la chaîne, on voit des acteurs qui n'ont rien à voir avec la santé, qui s'invitent totalement dans le champ de la santé. Je vous parlais tout à l'heure de biohackers.
Encore une fois, vous avez aujourd'hui des jeunes ingénieurs en informatique qui rencontrent des biologistes et qui, avec des matériels un peu bricolés, vont être capables de faire de l'innovation de manière assez redoutable. Et je vous dirais, faire des ponts avec ces gens-là devient quelque chose d'important. Mais évidemment, je ne peux pas ne pas parler des grandes plateformes. Vous avez tous suivi, j'imagine, vous connaissez tous cet exemple qui fait que par les simples requêtes dans un grand moteur de recherche, pour ne pas le citer, eh bien, vous allez avoir en réalité une possibilité de cartographier l'évolution d'une épidémie par la simple demande d'informations localisées des gens qui se disent qu'ils en ont peut-être les symptômes et qui vont sur le moteur de recherche pour taper symptômes telle maladie. Eh bien, le fait de rentrer en masse ces informations vous permet d'avoir en réalité une cartographie du déplacement de cette épidémie qui est parfois plus efficace et plus rapide que les mécanismes traditionnels de veille sanitaire. Donc c'est pour vous dire quand même que des acteurs qui n'ont plus rien à voir, qui n'avaient rien à voir à l'origine avec la santé, sont capables de devenir des acteurs majeurs. Pour vous donner que cet exemple-là, autre exemple plus récent, et qui est peut-être plus intéressant encore, c'est par exemple le rôle qu'ont eu un certain nombre d'opérateurs, et je pense notamment à Orange, au moment de la crise Ebola. Vous savez que c'est très intéressant parce que vous avez là aussi les deux maillons de la chaîne sur la crise Ebola. Il y a deux choses intéressantes qui sont passées dans la crise Ebola en matière de numérique et de disruption. La première, ça a été en réalité de se rendre compte que de manière locale, on avait un problème de carte. Et quand je vous dis de carte, c'est de carte. C'est-à-dire que voilà, dans ces pays, il y a des endroits où on ne savait pas très bien où étaient les villages, leurs noms, etc. Première initiative d'empowerment, c'est-à-dire que les gens sont pris en main. Vous avez des jeunes de OpenStreetMap, donc qui font l'espèce d'équivalent Google Maps en open source, qui sont partis là-bas et qui, en quelques semaines, ont réalisé une carte géographique des territoires où se propageait la maladie, de manière à ce que les médecins, les chercheurs, etc., puissent davantage savoir exactement où se situaient les problèmes. Première chose, élément vraiment, on est la base sur le terrain, les gens se prennent en main, ils ont distribué un certain nombre d'outils et en quelques semaines, ils ont réussi à cartographier des territoires qui n'avaient pas jamais été vraiment très bien cartographiés. Premier exemple. Deuxième exemple, les opérateurs. Les opérateurs, en fait, ils disposent de données qui sont extrêmement intéressantes en matière d'épidémie. Les déplacements des gens et des populations, vous avez ça dans votre poche en permanence. Donc ça veut dire qu'on sait à la seconde près, au mètre près, en permanence où vous êtes. Qu'est-ce qu'ont fait les opérateurs télécoms? Ils ont tout simplement cartographié les déplacements de population sur les pays où il y avait Ebola. Ben, quand vous en réalité superposiez la carte géographique dont on n'avait absolument pas connaissance jusque-là, qui a été faite de manière complètement bottom-up, comme on dit. Et deux, le fait que par du big data, les opérateurs, et en particulier Orange, qui a fait un très beau travail là-dessus, a été capable de montrer en réalité quels étaient les déplacements de population, eh bien l'un avec l'autre, plus une petite couche algorithmique, ont été capables de tout simplement avoir la vision et anticiper le déplacement de l'épidémie sur ces territoires. Donc voilà, ce n'est pas de la science-fiction, et ça veut donc dire que des acteurs qui n'avaient rien à voir avec la santé, en réalité, sont intervenus de manière absolument majeure et stratégique dans le domaine de la santé. Et donc pour moi, ça pose la question quand même très forte qui est: quelles seront demain les plateformes émergentes ? Sachant qu'on va de plus en plus dans une logique d'écosystème, c'est-à-dire que vous avez une plateforme centrale, et puis vous avez des tas d'entreprises, d'innovations, etc., de personnes, qui vont contribuer, en se connectant à la plateforme, à cet écosystème. À commencer d'ailleurs par le patient, ou disons celui qui n'est plus un patient, mais qui est tout simplement un individu qui a envie effectivement de rester en bonne santé, et qui va accepter ou non de partager ses données. Ces données, elles deviennent clés. Et effectivement, le fait qu'il partage ou non ces données, qu'il les partage avec telle plateforme ou avec telle autre, ou avec les deux, évidemment, ce partage, je vous dirais, votre capacité demain à faire du big data, donc de la recherche, donc du soin, va devenir déterminante. Mais évidemment, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et donc, ça veut dire qu'il faut que la plateforme soit efficace. Il faut que l'individu qui donne et partage ses données ait des garanties éthiques sur ce que vous allez en faire. Il faut évidemment aussi qu'il voit quel est le partage et quel est le retour qu'il va avoir là-dessus. Et donc, effectivement, c'est un enjeu majeur. Et pour vous donner quelques exemples, je vous dirais que la question est posée et pour les grands acteurs de la santé privés, mais aussi pour les acteurs de la santé publique. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, le temps qu'il a fallu pour mettre en place le dossier médical partagé. Et je ne jette pas forcément la pierre aux autorités publiques, c'est un sujet hyper compliqué et dans lequel, en plus, les acteurs ont largement contribué à la sophistication du projet.
et qui est un projet en réalité aussi fortement informatique. Et pour connaître un peu le sujet, je peux vous assurer que quand vous sophistiquez un projet, un cahier des charges informatique, c'est le meilleur moyen pour que, en fait, à la fin, ils sortent jamais. Voilà, plus vous épaississez les cahiers des charges, moins en réalité les informaticiens vont être capables de développer quelque chose qui marche. Bon. Pour votre info, en Angleterre, ils ont carrément arrêté après avoir dépensé 5 milliards. Donc c'est pas qu'un truc français, c'est compliqué objectivement. Bon. Et il faut qu'on s'interroge, nous, sur les exigences qu'on formule là-dessus. Parce qu'à côté de ça, vous avez Apple. Alors Apple, ils ne demandent pas aux patients, ils ne demandent pas aux individus, aux médecins, aux industriels, ils ne demandent pas à tous ces gens-là ce qu'ils pensent de ce qu'ils veulent faire. Ils leur disent juste, d'ailleurs sur un mode contractuel, ça nous ramène au précédent débat, nous ce qu'on fait c'est qu'on va vous mettre Apple Santé. Et puis si vous prenez, vous avez les CGU, et puis vous voyez que c'est très simple, mais nous on n'a pas à respecter beaucoup plus que simplement le contrat qui nous lie. Bon. Et vous voyez qu'en fait là aussi on est sur deux cas extrêmes. Vous avez d'un côté les services publics qui sont, et c'est normal, enferrés dans de la demande sociale complexe avec des acteurs qui voient tous de leur point de vue ce qu'il faut faire. Du coup, à la fin, vous avez une plateforme hyper complexe à développer qui met 15 ans à être pensée et qui a du mal même à être traduite dans les faits. Et puis de l'autre, des acteurs qui n'ont rien à voir avec la santé, qui s'affranchissent de toute règle éthique et sanitaire et de santé publique et qui, eux, innovent énormément. Bon, c'est clair qu'entre ces deux choix, il faut qu'on trouve une voie mitoyenne. Ça me paraît absolument évident. Et là-dessus, je pense que la question elle est posée autant pour le secteur public que pour le secteur privé. C'est-à-dire qu'il y a eu des annonces là récemment, je crois que c'est Novartis qui a signé un accord avec Google. C'est évident que l'industrie pharmaceutique va se rapprocher de grands acteurs. De grands acteurs à la fois qui maîtrisent des données, type Google, mais aussi qui maîtrisent les capacités de calcul. Et là, je vous dirais, il faut quand même faire un tout petit peu attention à des questions de souveraineté. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sûr de vouloir complètement que mes données de santé se baladent sur des serveurs en Californie, pour reprendre l'exemple. Et je souhaiterais plutôt davantage d'ailleurs que s'il y a de la recherche, elle soit faite dans mon pays ou en Europe. Et donc, il se pose quand même une question assez cruciale, qui est à la fois une question de souveraineté en termes éthiques pour les individus que nous sommes, mais aussi, je dirais, des questions de souveraineté industrielle. Et je vous dirais, il faut faire attention, je conclue juste sur un exemple qui est parlant, qui est dans un autre domaine, si vous voulez, dans le transport ou dans le voyage. Vous avez évidemment ces grands acteurs, Amazon ou Google, qui... Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je n'utilise jamais le mot de GAFA, parce que je pense qu'il est très discriminant et très péjoratif. Ce sont des acteurs qui innovent, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que les gens ils choisissent Apple Santé, parce qu'ils font des interfaces qui sont superbes. Il faut aussi se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on en est si friand? Parce qu'ils innovent, parce qu'ils font de belles interfaces, que ça marche bien. Bon. Mais regardez sur la question du transport, qui n'a rien à voir avec la santé, mais qui en réalité va suivre exactement le même schéma. Vous avez ces grands acteurs qui disent en gros, nous, on est capable d'interfacer la relation client. On a des données. Et on a de très bonnes interfaces. Donc en gros, pourquoi est-ce que les gens iraient sur le site de la SNCF pour commander des tickets de train? Vous savez moins faire bien les sites que nous. Vous avez moins de gens. Et puis nous, on est capable aussi de pouvoir être mieux référencés, forcément, puisque c'est nous qui l'organisons, ou autre. Bon. Et donc on peut très bien imaginer demain Amazon qui pourrait dire nous, on va vendre des tickets de train. Bon. Le problème de cette situation, et Guillaume Pépi l'a parfaitement compris quand il dit Google est aujourd'hui mon principal concurrent, c'est que quand vous remontez la chaîne de valeur, et que vous glissez en réalité dans l'intermédiation, dans votre relation client, en réalité, à terme, vous faites dégringoler l'acteur comme un simple sous-traitant. C'est-à-dire qu'à la fin, si c'est vous qui gérez la relation client, avec toutes les répercussions que ça a en termes de données, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être capable de calculer quand vous êtes Amazon ou Google et de dire nous on sait exactement, parce qu'on est à l'échelle de millions de personnes, on va vous dire exactement à la seconde près quand est-ce que les gens veulent se déplacer, pourquoi faire, on va pouvoir le mettre en relation avec ce qu'ils consomment, ce qu'ils achètent, etc. C'est des données prodigieuses. Et donc on va pouvoir se retourner vers la SNCF en disant on peut anticiper en mai 2017 exactement combien de tickets de train va vous acheter pour Annecy. Bon. C'est génial ce qu'ils seront capables de faire. Mais évidemment, le jour où ils vont s'adresser à la SNCF pour dire ça, ils vont se lui dire « Ah oui, mais ce n'est pas le prix que vous nous proposez. Bon. » Et donc, ils vont être rétrogradés à un niveau de sous-traitant. Voilà. Je pense que sur ces enjeux de, à la fois, collecte de données donc, et de capacité de calcul, c'est-à-dire en gros, en quoi les acteurs de santé deviennent ou non des plateformes, il faut quand même faire extrêmement attention, être extrêmement prudent. Il y a un enjeu majeur d'y aller. Il y a aussi un enjeu majeur de souveraineté industrielle et éthique qui se pose derrière. Corinne Le Goff, sur ces questions de nouveaux partenariats, justement, je fais juste une parenthèse. On voit là, dans vos deux interventions, qu'on est dans l'économique en permanence. C'est-à-dire que là, bien sûr, on parle de collaboration, de partenariat, etc. Mais on se pose la question de qui finance
et où se trouve la création de valeur. Corinne Le Goff, dans votre domaine, comment vous voyez est-ce que d'abord vous voyez de nouveaux partenariats, des décloisonnements possibles, et est-ce que justement ces décloisonnements peuvent résoudre un certain nombre de questions sur, par exemple, le financement de l'innovation, si elle est mieux répartie? Oui, la réponse courte est oui. Laissez-moi rajouter quelques points. D'abord, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, c'est un changement complet du mode de développement de l'innovation. On ne développe plus une molécule comme on le faisait il y a quelques années, où on se posait une question, on essayait d'abord de trouver des éléments de réponse à ces questions chez l'animal, et puis ensuite on développait un protocole clinique qu'on faisait valider par des médecins investigateurs qui eux-mêmes enrôlaient des patients qui signaient un consentement dit éclairé. Et de là, après quelques mois ou quelques années d'études, on en déduisait que le médicament était efficace et donc pouvait avoir accès à une population plus large. Donc ça, c'est le modèle de développement clinique comme il est encore pratiqué, mais qui est en train d'être complètement révolutionné. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire de l'analyse en vie réelle des déterminants génétiques d'une maladie. Je donne un exemple. Par exemple, il y a 20 ans, Amgen à l'époque s'était intéressé à une protéine vous vous en souvenez sans doute, ça s'appelait la leptine. On pensait que c'était un médicament révolutionnaire parce que ça faisait maigrir les souris de 40%. Donc une protéine qui intervenait dans le métabolisme des lipides. Et puis on s'est rendu compte en phase 2 que ça ne marchait pas. Ça a suscité beaucoup d'attention des médias et d'espoir des patients. Mais là, c'était il y a 20 ans et à l'époque, on n'était pas en capacité de faire le pont entre une variation génétique et ce que ça veut dire chez l'humain. On n'était pas en capacité d'avoir cette validation génétique de cible thérapeutique. Et je pense que là, le changement est fondamental. Ça veut dire qu'à partir du moment où on peut faire une validation génétique immédiate par les big data, on évite potentiellement la phase chez l'animal, on peut directement être chez l'humain, on peut raccourcir considérablement les temps de développement clinique. Ça veut dire qu'effectivement, oui, ça change complètement nos relations avec les centres académiques, ça nous permet aussi de passer des relations de partenariat, des relations contractuelles avec des intervenants différents, type IBM. On a vu dans le petit film l'évocation de ce qu'est Watson aujourd'hui. Watson, c'est ça. Watson permet d'avoir un algorithme thérapeutique ultra rapide qui permet d'éviter des phases de développement longues, puisque en temps réel, on est capable d'imaginer quel va être un algorithme de traitement en imaginant toutes les séquences thérapeutiques sur les 5 prochaines années dans la vie d'un patient atteint d'un cancer. Donc ça révolutionne complètement la manière dont on fait de la recherche, la manière dont on valorise l'innovation et le type de partenariat que l'on va passer dans le futur. Et donc ces partenariats, l'usager acteur, on va pas... J'ai du mal. Hein. D'ailleurs, Tim Grisson, on a une question pour vous une étudiante à l'ESCP Europe. Peut-être qu'on peut la mettre à l'écran. Quel mot utiliseriez-vous pour remplacer patient? Donc, je ne sais pas. Nous avons plusieurs. Nous avons personne, nous avons citoyen. C'est-à-dire que si la personne en bonne santé, c'est une personne, c'est un citoyen, c'est quelqu'un qui essaie de se créer une santé. Nous avons aussi la notion d'usager, mais c'est uniquement les usagers du service public. Oui. Sinon, on a une notion de client, quelqu'un qui achète une prestation chez quelqu'un. Oui, mais justement, vous savez bien que quand il y a plusieurs mots, il n'y a pas de mots. Génial. Non. L'avenir, c'est dans la diversité. Donc, vous allez quand même répondre à ma question. Comment est-ce que cet usager acteur peut-il collaborer, justement? Là, on parlait de partenariat, de collaboration, de dialogue. Vous parliez d'associations d'usagers. Quel est le rôle de ces associations d'usagers dans votre vision de cette révolution-là? Lorsque vous allez chez le médecin, vous allez et vous asseyez à l'autre côté de la table. Le médecin, c'est ce type-là, d'accord? Il est devant quelque chose qui s'appelle un ordinateur. Là-dedans, il y a votre dossier médical. C'est marqué dossier médical Tim Grisson, là.
Et lui, il tape dessus. Pas terrible. Aïe, 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 aïe. Lui, il tape dessus sur son ordinateur et au fait, ce dossier médical, ça m'appartient. Oui. Et donc, je veux moi aussi être auteur de ce dossier médical, s'il vous plaît. Auteur. Auteur. Ça veut dire que je vais entrer dans la salle et je vais m'asseoir au même côté de la table que vous et que je vais dire, non, je ne veux pas que ça soit là-dedans, je veux plutôt ça. Et aussi, là, sur mon côté, mon vécu de tout ça, c'est ça. Mes préoccupations, c'est ça. Mon projet actuel, c'est ça. C'est mon dossier médical. D'accord ? Okay. Est-ce que c'est clair ? Oui, d'ailleurs, vous n'êtes plus impatient. Je ne suis plus impatient, d'accord ? Je suis acteur, je suis auteur de mon dossier médical, de mon projet de santé. Je suis auteur de mon projet de santé. La révolution, c'est ça. La première révolution, c'est ça. La deuxième révolution, et c'est tout bête, c'est déjà en train d'avoir lieu, c'est les usagers qui se mettent ensemble sur nos sites. On crée des sites à nous, qu'on flique un tout petit peu, parce qu'il y a parfois des horribles personnages de l'industrie thérapeutique ou de l'industrie du cancer ou de l'industrie des informatiques, etc., qui essaient d'infiltrer pour ajouter des commentaires avec des faux usagers. Mais bref... Je ne veux pas croire que ça soit possible. Bref, on entre, nous, dans ces sites, et ces sites sont une énorme source d'informations pour tout le monde sur les priorités des citoyens qui partagent un problème sur ce problème et comment le gérer. Donc ça, c'est notre prochaine source de richesse. Merci. Alors, je voudrais qu'on repasse la première question concernant le cancer, qui était une question adressée à Agnès Buzyn. Telle qu'elle était formulée, la question, je crois que c'était telle que vous présentiez votre gros camembert là, avec le fractionnement des types de cancers. La question était, voilà, tous les cancers ne vont-ils pas devenir des maladies orphelines ? Je pense que nous sommes à une première étape, donc nous sommes à l'étape de la médecine stratifiée. Mais si on commence à implémenter dans le système l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont nous régulons l'expression de nos gènes, notre système immunitaire et plus largement nos comportements vis-à-vis des médicaments, la pharmacogénétique, etc., je dirais que nous serons tous atteints d'une maladie orpheline. Et donc c'est ça le bout du modèle, c'est qu'à l'arrivée, nous aurons chacun une maladie orpheline un jour. Et c'est ce que j'essayais de montrer dans mon graphe final, c'est-à-dire que nous n'en sommes qu'à la première étape de stratification. Alors, juste là-dessus, Tim Rissen, vous parliez de partage d'informations des usagers, acteurs, clients, peu importe, des usagers, acteurs de la santé. Est-ce qu'ils ont le bon niveau d'information pour le partager. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils partagent ? Ils partagent des expériences. Qu'est-ce qu'ils partagent ? Des cas, des vécus, justement par rapport à ce morcellement de la médecine personnalisée. Est-ce que le concept d'association est pertinent ? Le premier concept avant ça, c'est actuellement le système de santé suppose que nous sommes idiots. C'est une insulte pour les idiots, mais il suppose que nous sommes idiots. Si nous avons, donc, et ça va arriver, j'espère, avec la nouvelle loi, avec les nouvelles lois qui vont arriver, une véritable éducation à la santé et une éducation aux soins, à l'auto-soin, à l'autodépistage, à l'auto-soin, la personne en face de vous n'est pas forcément un incompétent, un idiot. C'est quelqu'un qui a un corps de connaissances, un corps de compétences, en plus spécifique à l'individu. Donc, adapté à l'individu à travers son vécu, à travers son accès à la formation continue tout au long de sa vie, mais aussi à sa formation qu'il a sur Internet, par ce monsieur-là. Donc, cette personne-là a des milliers de compétences, des milliers de connaissances. Et c'est avec cette personne-là que le professionnel de santé essaie de négocier. Alors, la question d'après, concerne les essais cliniques. Pourquoi sont-ils importants pour l'innovation et les usagers ? Qui veut répondre à ça ? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Je pense bien sûr les essais cliniques sont importants pour l'innovation et pour les patients, mais ce que l'on voit, c'est
que la manière dont on fait des essais cliniques est en train de se révolutionner. Un autre point que je voulais aborder, qui est un peu lié à cette question, c'est le fait que les personnes elles-mêmes, volontairement, veulent donner leurs données. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que si vous êtes abordé dans la rue par un inconnu qui vous demande votre adresse et votre numéro de carte bleue, vraisemblablement, vous ne pouvez pas lui donner. Par contre, sur Internet, vous voulez donner vos données de santé, vous voulez même payer pour donner vos données de santé. Il y a un service qui s'appelle 23andMe, si vous connaissez, où pour $99, eh bien, vous avez en retour l'historique de votre famille, vous pouvez remonter votre arbre généalogique, mais vous donnez votre information génétique à la compagnie qui, bien sûr, va l'exploiter et qui fera des partenariats avec l'industrie pharmaceutique pour développer de nouvelles thérapeutiques. Donc les patients, les personnes qui ne sont pas encore des patients, et qui ne seront peut-être jamais d'ailleurs, les personnes s'inscrivent volontairement dans cette démarche de recherche. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution. Benoît Thiolin, vous vouliez répondre là-dessus ou... Non, mais, je pense que ça pose... encore une fois, moi j'ai beaucoup insisté sur les questions éthiques, parce que je pense qu'on ne pourra pas aller vers cette innovation absolument incroyable si on ne rassure pas les gens. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on est plutôt à se dire qu'en fait, les gens s'en fichent. Bon. Ça n'aura qu'un temps. Les gens s'en fichent peut-être aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore réalisé à quel point ils produisaient de la donnée sur eux-mêmes et ils n'ont pas encore vu suffisamment de cas scandaleux sur ce que les gens vont pouvoir exploiter de tout ça. Mais ça va arriver. De la même manière qu'il y a eu l'affaire Snowden avec la NSA, eh bien, il y aura des affaires Snowden dans le domaine de la santé. Et l'histoire du cauchemar que je vous racontais tout à l'heure sur la vente de mes données de santé à ma mutuelle d'assurance, il va y en avoir. Donc, ça va conscientiser de plus en plus le grand public sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, ils sont un peu, on va dire, ils ferment les yeux, tout le monde valide les CGU de n'importe quel type d'application. Demain, comme ça va devenir de plus en plus sensible, il va y avoir des cas et les gens vont savoir. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand on parle par exemple de données anonymisées, avec du big data et des algorithmes, moi je peux les désanonymiser assez rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus les concepts mêmes qu'on avait de ce que sont les données, de ce que sont les métadonnées, c'est-à-dire des données sur les données, hein, vous savez aujourd'hui que les services de renseignement, ça ne leur intéresse absolument pas d'intercepter vos mails. Ils ne les lisent pas les mails, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les comportements. À quelle heure, avec qui c'est envoyé, quelle récurrence, quelle est la géolocalisation. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. Donc vous voyez qu'en réalité, le débat se complexifie énormément. C'est plus simplement les données, elles explosent dans tous les sens. C'est souvent d'abord des métadonnées. Et ça devient clé pourquoi ? Et ça devient clé dans le champ de la médecine, au-delà des données de santé. Je vous donne un exemple. Et dans le traitement demain par le big data, à la fois des maladies, mais je vous dirais dans l'établissement des diagnostics, et ensuite après-demain, dans la capacité qu'on aura à donner des traitements hyper personnalisés et ciblés qui n'auront rien à voir, alors qu'on aura éventuellement la même maladie, vous et moi. Qu'est-ce qui va le déterminer ? Bien sûr mon ADN, mais aussi, en fait, toute l'antériorité des données sur mon comportement. Mais mon comportement, ce n'est pas mon comportement médical. Ça ne va pas être simplement mon dossier médical partagé où on va me dire tous les médicaments que j'ai consommés depuis 20 ans. C'est pas ça. Ça va être en réalité tout ce que j'ai mangé depuis 20 ans. Ça va être est-ce que j'ai fait du sport ou est-ce que j'ai pas fait du sport depuis 20 ans. Ça va être où est-ce que j'ai habité. Est-ce que j'ai été exposé au soleil ou pas. Toutes ces choses-là en réalité, elles sont quasiment déjà aujourd'hui, totalement demain, produites directement par le petit ordinateur que j'ai avec moi en permanence. Et c'est ça en réalité qui, avec du rapprochement algorithmique et de la puissance de calcul, va permettre de dire, eh bien monsieur Thiolin, parce que vous êtes un peu exposé au soleil, que vous avez mangé un peu gras, que vous faites quand même beaucoup de sport, que vous avez pris tel médicament, que vous avez tel antécédent médical et de maladie, eh bien on vous donne tel médicament qui a un principe actif isolé pour votre problème, qui n'a rien à voir avec celui qu'on donnera à votre voisine qui a pourtant la même maladie. Vous voulez répondre sur les essais cliniques et puis après on va prendre une autre question sur les données anonymisées justement. Juste pour rebondir sur ce que dit Benoît Thiolin, ça pose vraiment la question de la façon dont on a fait des essais cliniques jusqu'à présent sur des grands groupes de patients, sur des patients stratifiés par pathologie. Ça n'a plus de sens à l'avenir. Et donc pour moi, on aura besoin d'essais cliniques pour la partie peut-être toxicité
On aura besoin de phase 1, c'est probable, pour la dose tolérée. Mais ensuite, la majorité des informations utiles sera une information post-AMM. Et donc, je serais plutôt favorable à raccourcir la durée de développement pré-AMM et à être beaucoup plus stringent sur le recueil des données post-AMM pour voir si le médicament est réellement efficient dans le système et pour des populations spécifiques. Donc, je pense que ça fait partie de réinventer le système dont parlait M. Erard tout à l'heure. Alors, on a une question d'un anonyme. Et d'ailleurs, ça va très bien parce que la question est assez anonyme. Pourquoi ne pas rendre publiques les données de la CNAM? Bien sûr, anonymisées. Qui veut répondre à ça? Agnès Buzyn. D'abord. Je voudrais juste faire une réflexion parce qu'il se trouve qu'à l'INCa, on a les données de la CNAM pour le cancer. On a la cohorte de tous les patients atteints de cancer en France, évidemment anonyme, qui nous permet d'analyser les parcours de soins, etc., et de faire des études très intéressantes. L'écueil auquel on s'est heurté, c'est que les données de la CNAM, ce sont des données de remboursement d'actes. Et en fait, ça ne traduit pas tout à fait le parcours de soins des patients. Ça traduit le parcours de soins par rapport à des actes remboursés et la façon dont les médecins codent l'acte pour être eux-mêmes rémunérés sur l'acte. Et donc, il y a un énorme biais, en fait, pour analyser réellement les parcours de santé des malades quand on sait à quoi sert l'outil. Et donc, c'est juste un petit bémol par rapport à l'utilisation de ces données de la CNAM que tout le monde réclame. Attendez, juste, puisque vous savez qu'il y a un biais, vous avez des méthodes pour l'effacer, ce biais, ou pas? Alors, on a énormément travaillé pour construire un algorithme qui permet réellement de rapporter des actes au cancer, etc. Mais ensuite, quand vous avez un choix de codage d'actes, eh bien, c'est le médecin face à l'ordinateur qui va coder mastectomie ou tumorectomie, et vous n'avez pas la certitude que l'acte réalisé est réellement celui qui est codé. Donc, c'est vraiment des données de remboursement, et je pense que ça ne va pas répondre à toutes les questions qu'on se pose sur les données de santé. Oui. Beaucoup de gens n'utilisent pas le système de santé, c'est-à-dire qu'on estime à peu près un quart des personnes avec une psychose ne consultent jamais de médecin. Ils gardent leurs idées dans leur tête, etc., etc. Ils arrivent à la gérer, etc., et beaucoup de gens ne consultent pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les données de la CNAM? Vous voulez... Oui. D'abord, moi je rappelle quand même que la question de l'anonymisation des données en masse est une question complexe à résoudre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire on supprime les noms pour ne pas être capable de retrouver les personnes. Si vous supprimez juste les noms, moi je vous retrouve tout le monde. Donc que ce soit bien clair. Voilà. On retrouve absolument tout le monde. Donc la question, c'est plutôt de savoir si on veut anonymiser. En réalité, il va falloir virer beaucoup plus de métadonnées que simplement le nom et la géolocalisation des gens. Donc déjà méfiance sur cette question-là, parce que l'anonymisation n'est pas une chose aisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, les données de la CNAM ne vont pas être suffisantes de toute façon. Donc de toute façon, de plus en plus, on est dans la logique d'échange et de partenariat entre données. Et donc la question va se poser de savoir comment est-ce qu'en réalité, sur des données qui sont... Alors ensuite, il y a tout un débat aujourd'hui juridique, le Conseil d'État travaille là-dessus en ce moment d'ailleurs, de savoir est-ce qu'il y a des données de type d'intérêt général, comme par exemple les données de santé, qui devraient avoir un régime particulier. Il y a tout un débat autour de ça en ce moment même, mais qui n'est pas tranché. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça peut pas être traité comme n'importe quel type de données. Moi, je suis plutôt favorable, évidemment, à l'open data et au fait qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être ouvertes. Mais ouvert, ça ne veut pas dire forcément ouvert pour n'importe quel type d'exploitation à tout le monde. Il y a aussi tous des degrés. Et je dirais là aussi, il y a à la fois des enjeux éthiques, puis des enjeux de partenariat à construire. C'est que vous n'allez pas non plus ouvrir vos données à des gens qui eux-mêmes ne vont pas ouvrir et en retour vous donner les leurs. Donc il y a aussi du donnant-donnant. Tout ça, ça fait que le débat est compliqué. Moi, je suis plutôt favorable à l'ouverture des données de la CNAM, évidemment. Mais je veux dire, c'est quand même en intégrant ces problématiques-là, qui sont des problématiques qui sont compliquées. Et je vous dirais aussi, c'est une question qui sera posée, à mon avis, évidemment, à l'industrie pharmaceutique, qui sera aussi à un moment donné de savoir s'il n'y a pas des données que vous avez, vous, qui sont d'intérêt. D'ailleurs, c'est déjà ce que vous faites dans les partenariats. Mais sauf que là, ça va avec notamment les laboratoires de recherche publique, sauf que là, ça va devenir à une échelle qui va être énorme. Donc, l'idée d'échange, de constitution de bases de données mutualisées sur des données qui touchent au domaine de la santé, encore une fois, qui ne sont pas que des données de santé, va devenir quelque chose d'extrêmement complexe. Donc voilà, pour dire que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière simple. Ça paraît juste frapper au coin de bon sens, bah oui, ouvrons juste. En réalité, c'est quand même éminemment plus complexe. Et évidemment, derrière, il y a aussi des enjeux
de souveraineté industrielle qu'on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de la main. Alors justement, en parlant de souveraineté industrielle, la question d'après d'une étudiante en pharmacie, c'est est-ce que les acteurs comme Google ou IBM réussiront à dépasser, et on voit bien la question, c'est-à-dire la question c'est une question de partenariat. Par exemple, Corinne Le Goff, vous parliez de Watson tout à l'heure, vous allez utiliser un certain nombre de très très gros outils qui sont extrêmement puissants, mais dans la fabrication de l'innovation, finalement, à partir de quel moment ça peut vous échapper? Ça peut échapper comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans l'ère du collaboratif de toute façon, mais qui va prendre le pouvoir là, derrière cette question? C'est le pouvoir. Je pense néanmoins que la question ne se pose pas nécessairement comme une compétition avec un gagnant et un perdant à la fin. Ce n'est pas IBM contre l'industrie pharmaceutique. Je pense que ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que la notion de collaboration est absolument essentielle. Il est clair qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique va se reposer sur des acteurs comme Google, IBM ou autres, va se reposer sur la puissance de calcul pour déterminer des cibles thérapeutiques possibles et pouvoir le faire dans un temps record, comme on n'a jamais pu le faire auparavant. La détermination de la cible thérapeutique et ensuite le travail qui va constituer à élaborer une molécule biotechnologique ou pas qui va s'attacher à cette cible thérapeutique, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui Google et IBM ne peuvent pas faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est analyser des quantités infinies de données et déterminer des tendances, des variants et donner des idées de recherche. Voilà, ça pour l'instant, c'est ce qui se passe. Donc je pense que la collaboration est évidente, mais je ne le vois pas du tout comme une compétition. Alors, avant de passer à d'autres questions par Internet, puisque vous êtes là, je voudrais savoir s'il y a des questions de la salle pour nos intervenants. Il y a des micros qui peuvent se promener là. Est-ce qu'il y a des questions de la salle à ce stade-là? Oui. Oui, madame. Alors que je suis carrément brune, je suis carrément mate. Oui, allez-y. Ça marche pas? Si, ça marche. Si, ça marche, pardon. Oui, Stéphanie Paré, je suis présidente de l'association Cardiopass et membre de l'association des maladies cardiaques héréditaires. Ma question est, en fait, dans nos pathologies, il est vrai que le partage de données peut être vital pour nos patients. C'est-à-dire que lors d'un arrêt cardiaque, il est indispensable de connaître de quelle pathologie est atteinte la personne, de façon à pouvoir le sauver, pas lui donner de médicaments contre-indiqués notamment. Donc oui, pour effectivement la garantie des données, mais je pense qu'il est indispensable surtout de prévenir et de voir un petit peu à ce que les assurances n'aient pas les pleins pouvoirs sur les patients. Parce qu'en fait, nous, nos pathologies, on n'en meurt plus quand elles sont diagnostiquées, mais si elles sont diagnostiquées, on n'est plus assurable. Et un gamin de 4 ans à l'heure actuelle n'aura plus le droit à une assurance, ce qui est aberrant. Merci, c'est ce dont parlait Paul Seabright ce matin. Alors figurez-vous que cet après-midi, on va avoir un représentant d'une complémentaire auquel on va adresser toutes ces questions, y compris la question de Benoît Thiolin sur son vélo, sur sa pratique du vélo. Justement, pour aller dans ce sens, j'ai une question toujours sur l'éthique. Je crois que ça fait poser beaucoup de questions. Oui, mettez-la cette question. Sur Monsieur Thiolin, quelle réponse française et européenne aux collectes de masse de données de santé des usagers par les GAFA, qu'il ne faut pas appeler GAFA, mais enfin bon, vous voyez. D'abord, je pense qu'il y a une réponse, on va dire, légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, en réalité, c'est souvent assez difficile de savoir quel est le droit qui s'impose. Et je pense que la culture, d'ailleurs juridique européenne, nous pousse à définir des grands principes qui d'ailleurs existent déjà, mais qui aujourd'hui sont un peu inadaptés à l'heure du numérique et en plus enchevêtrés dans des conflits juridiques qui ne sont pas faciles à démêler. Donc en gros,
Nous, on a poussé dans le rapport qu'on a remis au Premier ministre il y a 15 jours pour que dans la loi française puis européenne soit inscrit le principe qu'on a repris d'ailleurs au tribunal de Karlsruhe, qui est la Cour constitutionnelle allemande, qui est le principe d'autodétermination informationnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit rendre aux individus le pouvoir et la maîtrise de leurs données de deux manières. Ils doivent savoir en permanence ce qui est fait de leurs données. Et deuxièmement, ils doivent donner l'autorisation ou non de faire cet usage-là. Ensuite, si c'est une contrepartie d'un service, ça peut valoir pour eux le fait qu'ils seront obligés de se passer de ce service. Mais on doit les solliciter. Et il ne faut pas se tromper d'ailleurs. Aujourd'hui, on tape beaucoup sur Google. Google, aujourd'hui, en matière de données, de portabilité, est plutôt exemplaire. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les grandes plateformes, mais vous pouvez récupérer l'ensemble des données, des requêtes que vous avez saisies dans ce moteur de recherche. Donc, attention. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des tas de données sur moi, y compris françaises, qui sont loin d'être aussi éthiques. Donc il faut faire attention, ce n'est pas un débat aussi simple que ça. Il y a les mauvais Américains qui font des plateformes innovantes, mais qui font des tas de choses qu'ils ne nous disent pas avec les données. Et puis il y a des gentils Européens qui font... Ma banque a énormément de données sur moi. J'ai relu il n'y a pas très longtemps mon contrat qui me lie à ma banque, et il est assez muet sur ce qu'ils font de mes données. Or, et ça, à mon avis, aborde la deuxième question, qui est un peu sous-jacente derrière, c'est-à-dire celle, au fond, de la question économique et industrielle. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on constitue demain, parce que là, c'est les moyens entre les GAFA et les autorités françaises, c'est pas simplement ça, c'est aussi, au fond, est-ce que ces GAFA, ces plateformes vont s'ériger en acteurs de la santé ou pas? Et moi, je vous dirais là-dessus, je pense qu'il faut aussi réfléchir à où est-ce qu'il y a de la donnée. Il n'y a pas que Facebook qui a des données intéressantes sur moi. Je vous donnais l'exemple de ma banque. Ma banque, c'est à peu près tout ce que j'ai consommé depuis 20 ans avec ma carte bleue. Vous ne croyez pas que ça a une valeur, ça ? Ça a une valeur absolument considérable. Google est très très loin de savoir ça. Et même Amazon, ça fait 3 ans que j'achète, et surtout des livres. Ça dit des choses, mais enfin sur ma santé, ça en dit moins que le nombre de fois où je vais au restaurant. Et ma carte de fidélité de Carrefour, elle en dit pas encore plus sur ce que je consomme dans ma famille, au quotidien, en beurre, en sucre, en fruits, en viande. Évidemment qu'elle en dit énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que les données, il ne faut pas se focaliser. Elles ne sont pas que sur les plateformes américaines. Elles sont aussi énormément sur des entreprises nationales ou européennes qui sont en train de devenir des plateformes. Parce que ma banque est en train de devenir une plateforme. Et donc moi, je vous dirais, comment est-ce qu'on répond à la question de savoir est-ce que c'est Google qui va innover uniquement dans la santé ou pas? Je vous dirais, en réalité, on a tous les moyens. Et pour moi, il y a trois gros acteurs. Il y a les acteurs traditionnels de la santé, l'industrie pharmaceutique, les chercheurs, les laboratoires, les cliniques, etc. Ces acteurs-là, qui doivent se rapprocher d'un deuxième type d'acteurs, c'est tous ceux qui ont des données. Et il y en a plein, en fait. On peut vous continuer, hein, mais dans les grands services, des gens qui savent des tas de choses sur moi, il n'y a pas simplement mon banquier, ma carte de fidélité, etc. Et donc, il faut chercher là où il y a de la donnée. Et en fait, des gisements de données, il y en a énormément. Et la troisième chose, je pense, c'est le hardware, c'est-à-dire la capacité de calcul. Et je vous dirais, en gros, quand en France, on a un OVH, qui est probablement un des leaders européens émergents du cloud, qu'on a des banques ou des tas de grandes entreprises qui ont des tas de données sur nous. Et on a aussi la chance d'avoir une CNAM, c'est-à-dire quand même une plateforme de fait qui a centralisé des données. Bon. Et qu'on a en plus des très bons acteurs de la santé, on a tous les moyens de pouvoir y répondre. Mais ça veut dire qu'il faut qu'elle se rapproche et qu'elle se rapproche beaucoup plus dans une logique écosystémique. D'autres questions de la salle? Oui, monsieur. Bonjour. 1, 2, 3. Bonjour, je suis Vincent Varlet, je suis président du think tank Le Lab e-Santé. Est-ce que finalement, dans un modèle où l'industrie pharmaceutique est assez contributive pour beaucoup de services, est-ce qu'il n'est pas temps de monter un groupement d'intérêt économique pour monter une plateforme tous ensemble, ce qui nous permettrait d'avoir un peu plus de légitimité face à une réputation qui est déplorable et éventuellement de dire que le patient sera au centre et le propriétaire de cette donnée, de cette plateforme et des autorisations qu'il vous dira bien donner aux labos, aux assureurs, aux mutuelles pour pouvoir participer à des programmes d'observance. Parce qu'on dépense tous des millions d'euros pour faire des plaquettes, des sites internet et des applications mobiles qui ne servent pas à grand-chose parce qu'on ne connaît absolument pas le retour sur investissement et on diffuse une grande quantité de matériel sans savoir si c'est la bonne personne qui l'a reçu. Est-ce qu'il n'est pas temps de se mettre tous autour d'une table? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à notre... Je pense que le thème pour l'avenir, c'est effectivement la collaboration. Après, il faut repenser aussi sans doute les modèles de rémunération des innovations qui vont découler de ces collaborations.
il y a des questions de propriété intellectuelle, il y a des questions de valeur, qui des intervenants bénéficient, qui prend la part du lion, de la valeur créée. Voilà, donc ça, ce sont des considérations qu'il faut bien entendu évoquer. Et puis, il y a aussi le secret industriel qui fait partie de manière intégrée de la manière dont nous travaillons. Donc, ce sont aujourd'hui des interrogations. Je pense qu'il y aura des réponses dans le futur, mais cela, pour que ça se passe, il faut vraiment, c'est ce que disait l'économiste tout à l'heure, il faut une révolution de l'ensemble du système qui accompagne aujourd'hui la mise en place des innovations. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Oui, Alain Perret, je suis journaliste. Je ne comprends pas bien ce concept de souveraineté qui a été évoqué. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'un ordinateur installé à Maison Lafitte ou dans le 2e arrondissement serait plus sûr qu'un ordinateur installé, ou une banque de données plutôt, installée en Californie, à San Francisco ou ailleurs? On a des exemples qui montrent que ce n'est pas l'installation, ce n'est pas le lieu de l'installation qui conditionne la réponse éthique, voire tous ces aspects que vous avez dénoncés tout à l'heure. Merci. Non, il y a deux enjeux différents en fait. Quand je dis la localisation, en réalité, derrière, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi, en réalité, tout simplement l'application où elle se trouve, quel est son régime juridique, quel est le droit dans lequel elle s'inscrit. Et c'est toutes ces questions-là que je résume en posant la question, en gros, de quel est le régime juridique qui s'applique. Et je peux vous assurer que l'exemple que je prenais tout à l'heure est réel. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas certain que ce soit le droit de la CNIL qui s'applique à ma petite application que j'ai achetée. Donc c'est un vrai enjeu que de clarifier. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et c'est précisément pour ça que nous, on pense qu'il faut faire évoluer le droit et qu'il faut inscrire à l'heure du big data le principe d'autodétermination informationnelle de manière à ce qu'il s'impose à tous les acteurs lorsqu'ils sont en Europe. Pour votre info, c'est un débat un peu technique juridique, mais on a signé au tournant des années 2000 un accord et un traité international qui s'appelle le Safe Harbor et qui permet en réalité aujourd'hui de simplifier la réglementation pour des plateformes, notamment venues d'outre-Atlantique, de débarquer en Europe en leur donnant un régime juridique qui est plus simplifié que pour une entreprise allemande de débarquer en France. Voilà. Moi, je pense qu'on n'aurait pas dû signer cet accord. Je pense qu'on l'a signé en réalité sans avoir, autant que les Américains, qui eux sont souvent très visionnaires et font des vraies réflexions stratégiques à 15 ou 20 ans, et qui eux, en signant en 2000, voyaient le big data de 2015. C'est clair que les Européens à ce moment-là, eux, n'avaient pas ça en perspective. Et donc il y a des vrais changements à opérer dans le droit. Ben, simplement, ensuite, il n'y a pas qu'une question de régime juridique. Moi, je vous alerte sur un point, moi, ça me fait rigoler parce que pendant des années, il se trouve qu'à la tête de l'agence que je dirige, on a déployé des réseaux sociaux d'entreprise. Et donc, il y avait deux débats à l'époque. C'était est-ce qu'on déploie des réseaux sociaux d'entreprise locaux, faits sur mesure à l'intérieur des entreprises, ou est-ce que simplement on prend un service, pour ne pas le citer, type Jive, s'il y en a qui connaissent ces outils, qui est dans le cloud et qui est une entreprise américaine. Bon. Bah évidemment que ça pose des enjeux industriels évidents. On est quand même au lendemain, une fois encore, d'une révélation sur l'écoute et le suivi et la surveillance, par exemple, de nos chefs d'État. On ne peut pas ne pas penser à des enjeux de souveraineté en réalité et d'intelligence économique, et d'ailleurs qui font de manière très naturelle, et que nous on fait aussi d'ailleurs. Mais je veux dire, il ne faut pas être naïf là-dessus. Donc oui, si je maintiens un serveur qui est à Maison Lafitte, dans une cage de Faraday, et sur lequel vous avez la main, ça n'a rien à voir avec un serveur qui est en Californie, sur lequel vous allez récupérer vos données qui sont les données de votre entreprise. Donc il y a un vrai enjeu à ce qu'il y ait des données qui soient localisées. Ah ben, vous pouvez opiner, mais je peux vous assurer que quand vous mettez un dérivatif sur le câble transatlantique à la sortie de New York pour récupérer toutes les données qui transitent et que là-dessus il y a vos données de votre cloud qui est de votre entreprise, vous pouvez opiner de la tête, mais je vous assure qu'à la fin, ils ont vos données et vous croyez qu'elles sont confidentielles et c'est pas le cas. Alors que si elles étaient à Maison Lafitte, elles transitent pas par le câble. C'est pas pour dire que c'est aussi simple que ça. Il y a ensuite d'autres types d'outils de protection à mettre en place. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus vous êtes éloigné de vos serveurs et plus ça passe par des relais, plus vous avez des capacités éventuellement d'être observé. Alors ensuite, et je conclus juste là-dessus, ça peut paraître sur des données, subalternes, quelque chose de pas grave. C'est faux. Si moi j'enregistre par exemple ne serait-ce que les bruits de conversation d'une entreprise entière, pas les données confidentielles qui elles sont à peu près surveillées en général, les bruits de conversation générales qu'on a par exemple sur un réseau social d'entreprise, je peux vous assurer qu'avec un peu d'algorithme, elles me disent énormément sur ce quoi travaille l'entreprise en ce moment. Donc y compris sur des choses qui paraissent anodines en termes de données, en réalité,
leur agrégation en masse peut en dire extrêmement long. Donc oui, j'insiste là-dessus, il y a un enjeu de souveraineté industrielle majeur sur quelle machine vous faites tourner, avec quel type de logiciel, et quel est l'éloignement de ces machines par rapport à votre entreprise elle-même. C'est des enjeux dont il faut avoir conscience, surtout quand on est sur des secrets industriels qui demandent des investissements majeurs. On ne peut pas être naïf, ce n'est pas la même chose. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Allô, oui. Bonjour à tous, Morgan Remoller, pharmacien qui travaille depuis peu dans la data science chez Quinten. Donc ma question, pensez-vous que le paradigme de je veux garder mes données de santé confidentielles va tenir encore longtemps? C'est assez provoquant, mais c'est une question que je me pose vraiment. On n'a pas dit ça? Oui. On n'a pas dit ça? Non, mais est-ce que vous pensez que la question est ouverte, hein? Non, je pense que, non, par contre, je pense que ce qui est fondamental, c'est de demander aux gens s'ils veulent que cela reste confidentiel ou pas. Et ensuite, de leur montrer quel est l'intérêt pour eux du fait qu'elle ne reste pas éventuellement totalement confidentielle. Et là, effectivement, si c'est du donnant-donnant et que vous répondez aux questions éthiques, que vous donnez des garanties sur l'anonymisation et surtout que vous donnez des contreparties, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la philanthropie. Si vous dites, on va donner vos données, on va récupérer vos données, en contrepartie de ça, ça va nous permettre de pouvoir vous rapprocher de cas plus précis. Là, je vais les donner parce que je vais sentir que c'est mon intérêt médical en réalité de le faire. Voilà, et ça, je pense que c'est important. Et ça veut dire un rapport, comme le disait monsieur tout à l'heure, un rapport beaucoup plus latéral dans la relation que l'on a entre le patient, je suis désolé, je suis encore obligé de l'appeler comme tel, et on va dire les différents acteurs de santé. Et cette coopération, elle est clé. Vous savez, il y a déjà un exemple qui est dans le domaine de la santé, que moi je trouve très marrant. Il y a sur la question des défibrillateurs, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est une histoire très, très intéressante. Il y a au ministère de la Santé un organisme qui a été chargé de cartographier les défibrillateurs, qui sont clés pour des gens qui sont cardiaques, etc. Et donc, la classique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un jour une missive au préfet santé en disant, voilà, vous avez 2 mois à partir du temps pour avoir cartographié l'ensemble des défibrillateurs dans votre département. Évidemment, les mecs, ils en reçoivent une pile comme ça tous les jours, des missives, et donc avec pas de moyens, etc. Au bout de 2 ans, ils en avaient référencé, je crois, de mémoire, 300 ou 400 sur toute la France. Et à un moment donné, les patients se sont dit, ça suffit. En réalité, quels sont les plus concernés par ces sujets? Les malades eux-mêmes. Bon. Est-ce qu'un malade ne sait pas dans son environnement direct où se trouvent les défibrillateurs? Évidemment que si. Quand vous habitez à tel endroit et que vous avez l'habitude de faire tel et tel type de déplacement, vu que c'est vital pour vous, vous savez où sont les 5 défibrillateurs dans un rayon proche de chez vous pour pouvoir éventuellement en avoir besoin. Donc les données, vous les avez. Et qu'est-ce qu'on a demandé aux gens? On a dit, on va faire une plateforme et on va vous dire, vous qui avez ces données personnelles, enfin, ce n'est pas des données personnelles, c'est des données qu'ils ont personnellement sur votre environnement à vous, donnez-les, et en contrepartie de quoi, vous allez contribuer à une cartographie générale qu'on va vous donner en contrepartie. Pour moi, ce donnant-donnant, il est typique de ce qui va révolutionner. Et à la fin, en 6 mois, ils ont référencé 5000 points sur la carte. Voilà typiquement une logique de coopération dans laquelle on implique les patients et dans lequel il y a du retour sur l'investissement que les patients font sur un petit travail auquel ils sont prêts à contribuer et qui, en fait, remplace aussi ou complète une politique publique et permet d'aller très vite sur un truc qu'on n'était pas capable de faire. Alors, la dernière question, vous voulez intervenir là-dessus? Oui, mais surtout ça, il faut vous défendre. Il ne faut surtout pas, disons actuellement, dans votre dossier médical, c'est écrit vous avez le VIH. Si cette information est partout sur Internet, vous entrez pas dans certains pays. D'accord? Si vous consultez un médecin dans une autre ville parce qu'au fait, lui, il ne vous a pas dit, mais il a découché, il est allé consulter un autre médecin dans un autre pays. Mais tout ça, c'est sur Internet. Il a intérêt à ne pas le dire, à utiliser un faux nom. Donc, on a toute une série aussi de moments où il faut aller à l'attaque juridiquement et de se retourner contre les gens qui abusent de cette information et être prêt à le faire. Vous avez vraiment intérêt en ce moment, en tant que femme, en Allemagne, à ne pas avoir inscrit sur votre dossier médical que vous avez un cancer du sein. Sinon, vous risquez de ne pas avoir accès à un emploi. Donc, on est face à ce type de dilemme. Donc ça, il faut savoir aller à l'attaque aussi. Alors, justement, gardez le micro parce que vous avez une question, je finirai là-dessus. Tim Grissen, si le patient est un acteur, auteur de son soin, ne devient-il pas responsable de sa santé? J'ai choisi cette question parce qu'elle fait la transition avec cet après-midi.
et ne devrait-il pas participer davantage à son financement? Oui, nous sommes tous responsables pour notre santé, pour notre bonne santé. Surtout, n'osez jamais m'enlever ma responsabilité pour ma santé. D'accord? Je suis un citoyen, je suis responsable pour ma santé, j'ai besoin d'une éducation pour faire ça et j'ai besoin que cette éducation soit évaluée. Il est essentiel. Moi, je veux un système. Ici, aujourd'hui, c'est réchauffement climatique. Agir sur ma santé, c'est agir sur le réchauffement climatique. C'est aussi participer davantage à son financement de cette action contre le réchauffement. Donc, c'est un tas de niveaux que nous payons nos impôts. Ce n'est pas juste la partie qu'on paye à la sécurité sociale ou juste la partie qu'on paye aux médecins, aux mutuelles, etc., qui compte. C'est toute la partie qui agit sur les déterminants de ma santé, sur ces questions de démocratie en santé, de vote, de décision, ce qui est important pour nous en tant que collectivité.